toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, enfin de retour Big Rusty, oui il nous avait manqué mais vous savez, quand Rust est absent c'est qu'il est en mission, il y avait une mission de la plus haute importance, peut-être qu'on en parlera dans un FAQ prochain, affaire à suivre. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de Dana White, qui est le président de l'UFC, qui crée une petite polémique puisqu'il a offert $250,000 en cash, un cadeau un peu particulier parce qu'il pourrait offrir très bien un cadeau d'une valeur de $250,000, mais non, $250,000 en cash à un des Nelk Boys. Donc Nelk Boys, c'est des influenceurs, youtubeurs très célèbres aux États-Unis et donc qui sont très proches de Dana White. On sait pas trop, ils s'entendent très bien avec Dana White. On sait qu'ils ont une marque de bière qui s'appelle Happy Dad et Dana White les met souvent en avant. Ils ont aussi été présents, enfin met en avant la marque, ils ont aussi été présents sur la Fight Island pour des événements UFC. Donc au-delà de leur amitié, je pense qu'ils ont aussi des intérêts commerciaux en commun. Mais en tout cas, voilà, Dana White a fait cadeau de $250,000 en cash pour l'un des Next Boys pour son anniversaire. Et forcément, quand vous avez des combattants sous contrat à 10 000 plus 10 000 et que vous dites, bon, on va peut-être pas donner des bonus à tout le monde après les Fight Night, ça crée quelques petits soucis. Donc on va voir tout ça parce que dans le même temps, Dana White semble un petit peu moins investi à l'UFC. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Déjà, vous le savez, hein, c'est un peu chaque fois qu'il y a ces apparitions de Big Rusty, c'est l'équivalent d'une apparition divine pour nous simples mortels. Allez, arrête ça tout de suite. Et donc là, moi j'aimerais bien avoir l'avis de Big Rusty sur ce cadeau de Dana White. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as été choqué? Ou alors tu te dis, ce que moi je me dis, hein, en tout cas, c'est Dana White, il a un salaire qui est compris entre 25 et 30 millions de dollars par an. L'UFC a eu besoin de lui, même après le rachat de l'UFC par WME-IMG, il est toujours resté en place parce que WME-IMG sait que Dana White est extrêmement important pour le bien-être de l'entreprise. Quand ESPN a signé l'UFC pour plusieurs milliards de dollars pour les droits exclusifs, le visage de cette signature, c'était pas Conor, c'était pas John Jones, on le dit à chaque fois, c'était Dana White. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, entre potes richissimes, et c'est pas lui qui prend la vidéo, c'est le mec qui reçoit le cadeau, ça ne me choque pas énormément, même si je peux comprendre. Et puis c'est les États-Unis aussi, donc c'est un autre délire que la France, hein. Vis-à-vis de l'argent, il n'y a pas du tout le même rapport, donc moi ça me choque pas trop, mais peut-être que quelqu'un qui a des valeurs extrêmement fortes et qui sont louables par tous comme Big Rusty a peut-être un avis différent. Oh là 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 là, mais arrête un peu. En fait, en vrai, moi, ça m'a un petit peu choqué quand même parce que, en fait, ils sont même pas de la même famille, tu sais. Donc je me dis, bon, déjà offrir. Mais oui, j'étais comme toi parce qu'on sait qu'il fait des soirées de malade pour ses gamins et c'est exactement le premier truc que je me suis dit, s'il file 250,000 balles en cash à un de ses potes, pas random, mais je veux dire, ils ont quand même 20 ans d'écart, donc ça fait pas des années qu'ils se connaissent non plus. Je me dis, pour ces gamins, qu'est-ce que ça doit être? Mais c'est pour ça. Et en fait, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que c'est normal de faire ça, tu sais? Enfin, je sais qu'ils sont tous richissimes là-dedans et que du coup, il y a aucun problème à balancer des centaines de milliers de dollars, mais de là à, c'est même pas un neveu, c'est pas son fils, c'est juste un gars qui visiblement ils s'entendent très bien. Et à son anniversaire, il lui offre de l'argent, donc ça, bon, je pense que ça nous est peut-être tous arrivé d'avoir le tonton qui t'offre un petit chèque à Noël ou ton anniversaire, machin. Mais d'avoir une somme pareille, et en plus, tu sais, il y avait tout le côté, parce que c'est vrai que c'est le pote de Nell Boyd qui filme, mais bon, il est tout à fait au courant qu'il est filmé Dana White, donc j'ai quand même du mal à croire que c'est pas volontaire non plus de vouloir afficher ça. Et c'est en plus, tu sais, il y a un gros paquet cadeau. De toute façon, vous allez voir la vidéo, il y a un gros paquet cadeau, il ouvre le cadeau, tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est? Une théière, des belles montres. Et en fait, il ouvre et c'est un sac de cash. Et en fait, je comprends pas très bien le message. Et moi, du coup, oui, ça m'a un petit peu choqué parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Enfin, moi, dans ma tête, un bail comme ça, c'était soit t'es le neveu d'Al Capone et il fait des dingueries comme ça, soit t'es le fils d'un pote d'enfance de Escobar. Mais pour le coup, je pensais pas que ça se faisait. Donc, en fait, ça m'a choqué, mais parce que juste au premier niveau, parce que j'imagine on fait pas partie de ce monde et que bon c'est quand même un cadeau assez particulier. Mais au-delà de ça et au-delà du fait, tu l'as dit que c'est probablement ça vient de la fortune personnelle de Dana White, on l'imagine. Mais au-delà de ça, c'est vrai que
même si c'est... Je me permets aussi de dire, hein, comme on ne connaît pas les tenants ni les aboutissants de ce cadeau, c'est peut-être un pari entre eux aussi, donc là on se concentre aussi surtout sur le fait de poser 250 000 $ et de le filmer au regard de la situation de bon nombre de combattants. Voilà. Bah c'est ça, en fait c'est ça, parce que s'il y a un autre contexte, ça aurait été bien du coup qu'ils le mettent sur le tweet en mode ah, Dana White a perdu un pari, bon, eh ben il m'a offert 250 000 $ pour mon anniversaire. Putain, t'imagines le pari, c'est... Mais c'est pour ça, en fait, comme il n'y a pas de contexte, que tu vois, enfin, à leur niveau de com et de médiatisation, c'est pas un hasard, tu vois. Dana White n'a pas découvert la vidéo sur Internet en disant oh non, je voulais pas le poster. Enfin, c'est une évidence. Donc en fait, c'est vrai que avoir tout ça qui est donc probablement soigneusement mis en scène à l'heure, et on va y venir, où il y a du lobbying qui est fait par l'UFC au Sénat pour éviter que certaines lois ne passent qui donneraient plus de pouvoir aux combattants, ben c'est vrai que c'est un peu, on aurait envie de dire que c'est un peu malvenu, quoi. Après, sans vouloir jouer les moralisateurs, tu vois, mais c'est vrai que bah, effectivement, tous les combattants là, et même ceux de plus haut profil, depuis des années maintenant, sont de plus en plus vocaux sur le fait que bah ils l'ont quand même un peu à l'envers, que parce qu'ils connaissent leurs valeurs et de savoir qu'ils n'en ont qu'une infime partie qui se traduit sur leur compte en banque, bah, ils l'ont un peu mauvaise. Et c'est vrai que bah, c'est Louis Smolka, le seul pour l'instant, enfin de ce que j'avais été voir dans l'article de MMA Fighting, c'était Louis Smolka, un ancien combattant. Oui, je crois que c'était lui ou Paddy Holohan. Je sais pas pourquoi je les confonds toujours depuis qu'ils ont combattu. Mais et donc qui avait réagi en mode bon les gars, quand est-ce qu'on commence une union? C'était ça son tweet de réponse. Et ben c'est surtout au regard de ça, tu vois, que tu peux comprendre que le mec est un peu le seum quand tu vois ça. C'est que 250 000 $, enfin ouais, même pour un combattant de, je sais pas, entre au-delà du top 5 de l'UFC, c'est déjà un salaire dont il rêverait pour un combat, quoi. Et c'est là où effectivement, en termes de décence, bon, normalement, on pourrait se dire que au moins tu rends pas ça public, tu vois. Non, mais surtout, c'est le fait que... Enfin, moi, vraiment, c'est le côté... Enfin, voilà, tu peux offrir... Et s'il avait offert une montre d'une valeur de 250 000 $, ça aurait un peu moins choqué, je pense aussi. Ouais, je pense. Mais là, en gros, c'est le gros problème qu'il y a aujourd'hui à l'UFC. Il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions. Je sais pas si tu veux directement qu'on parle sur le côté avec la loi sur laquelle l'UFC... Ouais, voilà. Ouais. Et après, on terminera par le statut de Dana White avec l'UFC. Donc, en ce moment, il y a une loi qui essaye d'être passée au Sénat, ou en gros, qui viserait à... On n'est pas du tout des experts dans le domaine, bien évidemment, avec Big Rusty. Nous sommes des hommes de droit, mais pas des hommes de droit. et en gros... Waouh! Et en roue libre. En gros, il y a une loi qui est en train de passer au Sénat contre laquelle l'UFC fait du lobbying. Pourquoi? C'est une loi qui viserait en gros à requalifier les statuts de freelance, en tout cas d'independent contractors, qu'ont les combattants UFC, en tout cas dans la plupart des entreprises, qui fait que passé un certain stade, vous êtes considérés comme des salariés. Pour l'UFC, vous le savez, c'est très important. Les combattants en dehors du staff UFC qui sont eux en CDI, donc salariés dans l'entreprise, qui ont tous les droits, ces droits sociaux-là, même si aux États-Unis il y a des droits sociaux pour les salariés, sont considérés comme des freelances. Donc en gros, ils sont payés à chaque fois pour une prestation qu'ils livrent, à savoir le combat. Et donc en échange du combat plus des différentes obligations médiatiques, ils reçoivent une compensation financière. La compensation financière va à l'entreprise des combattants. Les combattants ne reçoivent pas un chèque chaque mois, n'ont pas le droit de protection sociale, n'ont pas non plus de mutuelle, ce qui peut poser des problèmes ensuite pour les combattants en fin de carrière qui ont subi quelques traumatismes, mais ça ne doit pas avancer et ça ne doit pas changer pour l'UFC. Et donc là, l'UFC fait du lobbying pour que justement les combattants qui ont le statut d'independent contractors restent independent contractors et qui est ce qui serait l'équivalent peut-être en France de auto-entrepreneur. Oui, c'est ça exactement. Voilà, auto-entrepreneur mais sans limite salariale bien évidemment quand on voit un combattant comme Conor McGregor ou même Israel Adesanya. Et en gros là, l'objectif de l'UFC c'est d'avoir dans cette loi un petit astérisque qui dise bon bah pour tous les independent contractors, donc les auto-entrepreneurs, ok ils peuvent être qualifiés sous certaines conditions en salariés, sauf les combattants. Et donc l'UFC se bat pour ça, pour que justement les auto-entrepreneurs, enfin en tout cas les combattants avec leur statut d'independent contractors restent indépendants, même si c'est vrai, quand vous êtes à l'UFC, quand vous travaillez pour l'UFC, il y a pas mal d'obligations qui font que vous n'êtes pas si indépendant que ça. Quand je dis pas si indépendant, par exemple, si vous combattez à l'UFC, vous n'avez pas le droit de combattre dans une autre organisation, et l'UFC vous propose 3 combats par an.
Et quand on vous propose 3 combats par an, c'est n'importe quel type de combat. À n'importe quel moment, imaginons vous venez de vous faire les croisés, bah, l'UFC peut très bien vous proposer un contrat, donc un combat, et votre contrat est automatiquement prolongé. Donc voilà, c'est les petites, c'est ce qui se passe aujourd'hui en coulisses, en tout cas du côté de l'UFC. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Big Rusty. Bah, en fait, ce qui était intéressant, c'est on avait une discussion justement en off où on essayait un peu de démêler tout ça parce qu'en fait, là, on se base sur un article de Bloody Elbow et en fait, lorsqu'on dit que l'UFC fait du lobbying, c'est pas quelque chose qui est tiré du chapeau. C'est-à-dire qu'en fait, aux States, et c'est ce qui est stipulé dans l'article, c'est public. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise fait du lobbying, c'est public. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir accès à enfin, je sais pas comment dire, tu vois, mais lorsqu'une entreprise fait du lobbying auprès de certaines personnes du Sénat américain, c'est rendu public. Donc, c'est pas des trucs genre sous le manteau, machin, c'est public. Et donc, le rédacteur de l'article a eu accès à ça, et c'est à partir de ça qu'il se basait pour construire un petit peu son article sur l'UFC et ce contre quoi ils essaient de se battre pour que ça ne passe pas au Sénat. Et c'est vrai que ce que tu disais, qui était aussi vachement intéressant, c'est parce que je te demandais, mais du coup, c'est comment? C'est pareil en NBA, c'est pareil au foot. Et en fait, tu me disais, en foot et au NBA et peut-être aussi en NFL, ce sont des employés. Et donc, ils ont ce côté, lorsqu'ils se blessent, ils ont accès à certains trucs. L'entreprise NBA est obligée de les prendre, de prendre soin d'eux lorsqu'ils ont tout un tas de problèmes, etc. Et il y a aussi tout un code de conduite. Et ce que tu me disais, c'est que là, ce qui ferait probablement, ce qui serait un peu compliqué à gérer pour l'UFC, c'est que si ils étaient donc employés et qu'ils étaient salariés et qu'ils avaient donc accès à tout ce à quoi ont droit les employés en gros sous ce régime-là aux États-Unis, en gros, voilà, il faudrait que du coup l'UFC s'occupe de tout ce qui est les blessures, s'occupe de tout ce qui est les retraites des combattants. Donc pour eux, c'est peut-être pas arrangeant tant qu'ils peuvent l'éviter. Et surtout, ce que tu me disais qui est vachement intéressant, c'est que dans la situation, par exemple, du bus de Conor, où il est arrivé, Conor, il a balancé un diable en métal contre la fenêtre et il y a eu plusieurs blessés. Et les blessés en question, en gros, c'est à l'époque c'était Ray Borg, Michael Chiesa, et puis pour les dommages, les traumas aussi hors physique, c'était potentiellement Rose Namajunas. Comme c'était sur leur lieu de travail et que t'es pas censé, en gros, hors du combat, te faire blesser sur ton lieu de travail, s'ils avaient été employés de l'UFC, ils auraient très bien pu amener, ou en tout cas, je sais pas comment on dit, quel est le terme exact, mais amener au tribunal ou en tout cas faire un procès à l'UFC pour tout ce qui leur est arrivé sur leur lieu de travail en tant qu'employé. Et alors là, vous pouvez être sûr que c'est des millions qu'ils auraient pu prendre à l'UFC. Et donc, effectivement, ça, c'est probablement un détail, une situation anecdotique, mais dont l'UFC n'a aucune envie d'avoir à faire et auquel l'UFC n'a aucune envie d'avoir à affronter. Enfin, la phrase n'était pas française, mais tu vois ce que je veux dire, je pense. Vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde voit ce que tu veux dire, Big Rusty. Donc voilà, c'est un véritable enjeu, et puis on va voir ce qui va se passer à l'avenir, parce que ça pourrait, sur le papier, si l'UFC parvient justement à maintenir ce cap-là, ou pas, ça pourrait tout changer pour les combattants. On va passer maintenant au dernier point, c'est le statut de Dana White, parce que c'est vrai que, et là pour le coup ce ne sont que des suppositions de notre part, la seule chose qui est sûre c'est qu'on le voit beaucoup moins à l'UFC ces derniers temps. Cela dit, je le comprends au regard des événements proposés, mais bon, ça c'est différent. Je plaisante bien évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que Dana White est moins présent, bien moins présent lors des Fight Week qu'à l'accoutumée. Avant, ouais. Il était pas là pendant l'International Fight Week, qui est quand même, peut-être une des semaines, si ce n'est la semaine la plus importante en tant que semaine, pas en tant qu'événement, mais pour l'UFC en tant qu'entreprise et que célébration de l'entreprise UFC et du MMA en général. Donc il n'était pas là pour ça. Il me semble qu'il n'était pas là sur les 3 derniers événements de l'UFC, je crois. Donc il y en a un, je crois que la toute première absence, c'était, en gros, il avait dit, j'ai l'anniversaire de mon fils, mais depuis, j'ai l'impression, peut-être que c'est moi qui l'échappe un truc, mais qu'il a même pas donné de raison. Il nous doit rien, hein, mais en tout cas, il n'en a pas donné sur son absence. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui nous a un peu étonné, c'est que cette distance dont il semble qu'il n'a pas forcément envie de s'expliquer à propos d'elle par rapport à l'UFC, disons en physique, quoi, il y est plus en tout cas.
Et puis tout ça en même temps, le côté, ça n'a probablement aucun rapport, hein, je pense, mais le côté lobbying au Sénat et le côté 250 000 $ avec Lionel Boyce qui est peut-être un petit peu pied de nez, je pense que tout ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le côté distanciation, bah, ça n'aide pas que tout ça arrive en même temps, quoi. Big Rusty, en tout cas, seul l'avenir nous le dira concernant les absences de Dana White. Hein, peut-être qu'il y a des problèmes de santé, peut-être qu'il prépare quelque chose d'autre pour l'UFC. C'est ça, ou peut-être que c'est familial, on n'en sait rien, tu vois. Nobody knows. On va se quitter, Big Rusty. En tout cas, toutes mes excuses du côté de Rust, c'était impeccable niveau caméra. Moi, je suis passé en 15 images par seconde. Ah, je me disais aussi. Et oui, sur ces dernières minutes, les limites de la technologie. En tout cas, de mon côté. Au studio. Ah non, c'est pas une question de fibre, là, c'est que le Macintosh. Ah oui, le mode performance. Le Macintosh en train d'entrer l'âme. Bref, big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 17% supplémentaire sur les soldes avec le code la sueur. Et puis, nos savons, c'est Honae, HONAE.fr. Grâce à vous, vous avez fait du Freezer, du Stockton, du Durden, des bangers absolus. On est même obligé, mais ça nous fait grand plaisir de faire des réassorts pour ces savons-là. À très très vite, Big Rusty. See ya.